Comment l'Europe est-elle passée de donneuse de leçons à demandeuse d'aumônes énergétiques? Imaginez la scène. Bruxelles, autrefois si fière de son indépendance, envoie aujourd'hui des requêtes officielles à Moscou, non seulement pour du gaz, mais pour du gaz gratuit. Oui, gratuit. Face à l'hiver et la peur d'un continent qui grelotte, certains responsables européens n'hésitent plus à invoquer l'urgence humanitaire, à expliquer que, pour sauver les populations, il faudrait rouvrir les robinets russes, et tant qu'à faire, sans payer. Le Kremlin n'a pas tardé à répondre, froidement, sans colère ni menace. Quelques mots cinglants, qui ont glacé tous ceux qui, la veille encore, accusaient la Russie de tous les maux. L'absurdité de la situation est totale. L'Europe, qui clamait pouvoir survivre sans le gaz russe, qui brandissait les sanctions comme prix de la liberté, se retrouve à demander l'aumône à la même Russie qu'elle voulait annuler. Comment en est-on arrivé là? Derrière les discours moralisateurs et les titres indignés sur la cruauté énergétique de Moscou, la réalité est tout autre. C'est l'Europe qui s'est privée elle-même de gaz, s'abordant contrats, projets et pipelines sous la pression de ses propres choix idéologiques. Aujourd'hui, ce pari se paie cher. Coût du gaz en flèche, industries à l'arrêt, familles qui comptent chaque degré en moins. L'humiliation n'est plus seulement géopolitique. Elle touche le portefeuille et la dignité collective. Mais pour comprendre ce renversement spectaculaire, revenons ensemble aux origines de cette crise énergétique. Avant la crise, l'Europe et la Russie étaient partenaires énergétiques modèles. On oublie souvent qu'il y a à peine quelques années, le gazoduc Nord Stream incarnait l'idée même de la confiance et de la stabilité. Des milliards investis, des contrats sur des décennies, l'Europe avait sécurisé son avenir énergétique, et Moscou, de son côté, avait trouvé un client fiable. Les robinets étaient grands ouverts, et tout le monde y trouvait son compte. Énergie bon marché pour l'industrie européenne, recette stable pour la Russie. C'était une sorte de pacte tacite, un équilibre qui semblait inébranlable. Mais cet équilibre n'a pas résisté à la pression. Les États-Unis, inquiets de voir l'Europe devenir trop dépendante du gaz russe, ont multiplié les avertissements et les sanctions. En parallèle, certains dirigeants européens se sont laissés emporter par des ambitions idéologiques. Il fallait diversifier, s'émanciper coûte que coûte de Moscou, quitte à rompre brutalement des décennies de coopération. On a commencé par dénoncer les contrats, puis par fermer unilatéralement les vannes, jusqu'au sabotage pur et simple de nos propres infrastructures, comme avec Nord Stream. Dans tout cela, la réaction de Moscou a surpris. Pas de discours enflammés, pas de menaces, juste une observation silencieuse. Mais derrière cette réserve, la Russie préparait-elle déjà le basculement historique qui allait suivre? L'Europe, en cassant elle-même les ponts, s'est retrouvée, du jour au lendemain, privée de sécurité énergétique. Le résultat, on le paie tous. Factures qui explosent, usines qui ferment, emplois supprimés, chauffage rationné. Ce n'est pas juste une crise géopolitique abstraite, c'est la vie quotidienne de millions de gens qui vacillent, la dignité collective qui se fissure. Au fond, ce sont des décennies de coopération et de stabilité qui se sont envolées en quelques mois. Mais alors, quelles ont été les conséquences concrètes de ces ruptures sur l'Europe elle-même? Quand le froid arrive et que les slogans ne chauffent plus personne, la réalité frappe. On pensait en avoir fini avec la dépendance énergétique. Mais voilà l'Europe plongée dans une crise plus brutale qu'aucun discours ne pouvait l'anticiper. Les températures chutent, les usines ferment les unes après les autres. En Allemagne, on parle de désindustrialisation. En Italie, les chaînes de production sont à l'arrêt. Et en France, le chauffage devient un luxe. Les rues grondent, la colère monte. Comment a-t-on pu en arriver là? Pendant que les réunions de crise s'enchaînent à Bruxelles, que les gouvernements tentent de sauver la face, la vérité s'impose. La stratégie européenne s'est retournée contre elle-même. Ceux qui promettaient l'indépendance se retrouvent à supplier Moscou d'ouvrir le robinet, parfois même, osons le dire, à demander du gaz gratuit pour éviter l'effondrement social. Des courriers sont envoyés, des propositions désespérées sur la table, échanges, barter, solutions techniques temporaires. Mais en face, le Kremlin ne cède pas. La réponse de Poutine fuse. Vous l'avez voulu. 2 mots, cinglants et implacables.
Toute une époque qui s'effondre en une formule. Fini le temps où l'Europe dictait les conditions, où elle imposait ses règles. Aujourd'hui, c'est la Russie qui fixe le rythme, qui choisit à qui vendre. De fournisseur, Moscou est devenu arbitre, spectateur distant d'un désastre pourtant annoncé. Au Parlement européen, les débats se transforment en affrontements. Faut-il durcir les sanctions, continuer la ligne dure, ou bien renouer le dialogue, admettre que l'énergie n'est pas une arme, mais un outil de coopération? Des voix s'élèvent, minoritaires encore. Et si notre orgueil nous avait menés dans l'impasse? Mais la peur d'avouer l'erreur domine, et chacun cherche un responsable ailleurs. Le risque? Il n'a jamais été aussi grand. Rupture totale avec la Russie, effondrement de secteurs entiers, chômage, perte de crédibilité des dirigeants européens. Même dans la rue, les citoyens questionnent. Pourquoi avoir détruit des relations qui assuraient notre confort? Pourquoi politiser ce qui était vital? Les gouvernements vacillent, les alliances se fissurent. Et la Russie? Elle a déjà tourné la page. Elle regarde vers l'Asie, renforce son marché intérieur et trace de nouvelles routes énergétiques. L'Europe, elle, se retrouve seule, avec du gaz américain hors de prix et des stocks au plus bas. Alors, que signifie ce tournant brutal pour l'avenir des relations entre l'Europe et la Russie? Le centre du monde se déplace là où se trouvent les ressources et le bon sens. Pendant que l'Europe s'accroche à ses illusions perdues, la Russie, elle, n'attend personne. Moscou tourne la page et regarde vers l'Est, le Sud, là où l'énergie est bienvenue et les contrats respectés. La Chine, l'Inde, les pays africains ou encore l'Amérique latine deviennent les nouveaux partenaires privilégiés. Pour eux, le gaz russe n'est pas une arme, c'est un atout partagé. On négocie, on construit, on avance. En face, l'Europe semble figée, coincée par ses propres choix. Les terminaux méthaniers américains fleurissent sur les côtes, mais le gaz liquide qu'ils acheminent coûte une fortune. Les citoyens, eux, voient leurs factures grimper, leur pouvoir d'achat s'effriter, et l'hiver paraître plus rude que jamais. La dépendance s'est déplacée, mais elle n'a pas disparu. Pire, elle est désormais plus chère, moins fiable et plus humiliante, car elle n'offre même plus la dignité de la négociation d'égal à égal. Dans les médias occidentaux, on tente de minimiser la situation. On répète que tout est sous contrôle, que l'Europe saura s'adapter. Mais la nervosité est palpable. Dans les couloirs du pouvoir, on redoute les conséquences, désindustrialisation, chômage, précarité. Les promesses d'indépendance ont fait long feu. L'Europe n'impose plus ses conditions. 2 mots de Poutine, et c'est tout un continent qui découvre son reflet, dépendant, désorienté, incapable d'inverser la tendance. La Russie, elle, ne cherche même plus à punir qui que ce soit. Elle a simplement compris que dans ce nouveau jeu, le respect ne se décrète pas, il se mérite. Aujourd'hui, Moscou vend son gaz à ceux qui tiennent leurs engagements, pas à ceux qui multiplient les accusations ou les exigences sans retour. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du réalisme pur. L'énergie n'est pas de la charité, et seul le pragmatisme compte. Ce nouvel ordre énergétique rebat les cartes. L'Europe, qui croyait guider le monde, se retrouve marginalisée, condamnée à mendier ce qu'elle rejetait hier. Le risque? Que le confort, la stabilité et même une part de la dignité collective disparaissent, laissant place à l'incertitude et à la colère sociale. Mais alors, que peut-on retenir de cette crise? Et comment éviter, à l'avenir, de retomber dans les mêmes pièges? L'énergie n'est pas une aumône, c'est un échange mutuel fondé sur la confiance. C'est justement ce que l'Europe avait oublié, en confondant partenariat et dépendance, idéologie et pragmatisme. Aujourd'hui, la Russie ne fournit plus de gaz qu'à ceux qui respectent leurs paroles et honorent les contrats signés. Fini les faveurs, fini le temps où l'on pouvait exiger sans rendre. Ce n'est pas de la vengeance, simplement une nouvelle règle du jeu, le respect ou rien. Ce que l'Europe doit maintenant apprendre, c'est l'humilité. Il ne s'agit pas de se soumettre,
mais de reconnaître que la politique énergétique ne se construit pas sur des slogans ou des postures, mais sur des relations solides, basées sur la fiabilité et l'écoute. C'est ainsi que Moscou s'adresse aujourd'hui à ses partenaires, sur un pied d'égalité, sans menace, mais avec une détermination tranquille. Pendant que Bruxelles cherche encore des responsables et tente de justifier l'envolée des prix, l'opinion publique n'est plus dupe. Les citoyens voient bien que leurs factures explosent, que les usines ferment, et que la promesse d'une indépendance heureuse s'est transformée en cauchemar économique. Or, le monde avance. La Russie trace déjà de nouvelles routes vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Là-bas, pas de revendications, pas de demande de ristourne. On négocie, on signe, on livre. Le respect mutuel est la règle, et ce sont ces nouveaux partenaires qui profitent d'une énergie stable et abordable, pendant que l'Europe lutte pour ne pas sombrer dans la crise et l'isolement. Le message est clair. Soit l'Europe se remet en question, adapte sa façon de faire et renoue le dialogue sur des bases saines, soit elle s'enfoncera de plus en plus dans une impasse dont elle seule porte la responsabilité. L'enjeu n'est plus seulement économique. Il s'agit aussi de dignité collective, d'indépendance véritable et de préserver la stabilité de nos sociétés face à un monde qui change à grande vitesse. Reste une question essentielle. L'Europe saura-t-elle reconnaître ses erreurs et renouer un dialogue authentique? Avant de réclamer, il faut savoir reconnaître ses torts et renouer avec le respect. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus ce géant sûr de lui, mais un continent qui doit composer avec la réalité qu'il a lui-même façonnée. Les usines ferment, les factures explosent, et le rêve d'indépendance énergétique apparaît pour ce qu'il était. Une illusion entretenue par l'orgueil et la politique. Pendant que Bruxelles cherche des coupables, la Russie bâtit de nouveaux partenariats, sans grands discours, mais avec des accords solides, tournés vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Là-bas, personne ne demande de cadeaux. Tout le monde comprend que coopération rime avec respect mutuel. Ce renversement silencieux, c'est une leçon. Car plus que le gaz ou les contrats, ce qui est vraiment en jeu, c'est l'avenir du continent, sa paix, sa prospérité, sa dignité. Peut-être qu'un jour, l'Europe acceptera de redevenir élève, de réapprendre l'humilité et la diplomatie, non à coups de slogans, mais en reconnaissant que la confiance ne s'impose pas, elle se mérite. Au fond, la question n'est pas qui a gagné, mais qui a compris la réalité.